Le module s'intitule Base de données et SGBD. Donc, on va présenter le module et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir quelques généralités. Alors, le module est un module de 63 heures. Ça veut dire que c'est un module qui, de 1, va s'étaler tout au long du semestre et de 2, donc la première période du semestre, on aura une double séance par semaine et ça va se stabiliser durant la deuxième période du semestre, durant laquelle on aura une seule séance par semaine. Alors, l'évaluation de ce module est à 100%, bon, enfin, c'est du écrit jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est de l'écrit, mais après, la formule pourra changer. Alors, la moyenne se fait comme suit. Vous avez normalement une note de DS, une note de contrôle continu et une note d'examen. Une note de DS, c'est 30% de la moyenne. La note du contrôle continu, c'est 20% de la moyenne. Et la note de l'examen, c'est 60% de la moyenne. Voilà qui est dit. Alors, la note du contrôle continu se calcule à partir de tests et de quiz. D'accord? Et pour l'instant, le déroulement des séances se fera un déroulement hybride. On n'a pas encore plus de données. Dans ce module, on aura donc des séances de cours et de TD, des séances de cours et de TP. Pour les TP, on va utiliser Oracle 10G ou Oracle 11G. Et on va utiliser en fait la version qu'on appelle Express Edition, parce que c'est une version qui est gratuite. Les autres versions d'Oracle sont propriétaires. Voilà, donc les objectifs de ce module. Donc à la fin de ce module, à la fin, vous serez capable de traduire les besoins informationnels selon un formalisme conceptuel. Vous serez capable de construire la structure d'une base de données et de la manipuler à travers un langage de gestion de base de données. Le langage qu'on va utiliser, c'est SQL. Et vous allez avoir une connaissance concernant la programmation côté serveur avec le langage procédural d'Oracle, PLSQL. Ben, on va commencer par quelques généralités et une petite mise en contexte. Dans toute entreprise, la tâche la plus importante, c'est la prise de décision. Toute entreprise devra, à un certain moment de sa vie, même tout au long de sa vie en fait, elle devra prendre des décisions. Est-ce qu'ils vont recruter davantage? Est-ce qu'ils vont faire une baisse salariale? Est-ce qu'ils vont augmenter les salaires des collaborateurs? Est-ce qu'ils ont besoin de travailler sur un autre produit? Est-ce qu'ils font un partenariat avec d'autres entreprises? Donc, tout au long de la vie d'une entreprise, il y a toujours la notion de prise de décision qui est très importante. Et la prise de décision, elle doit se baser sur quoi? Elle se base sur quoi, la prise de décision? Des Non. statistiques. Oui, des statistiques. Oui, absolument. Donc, on a besoin de statistiques. On a besoin de faire une... Des données. Oui, on a besoin de beaucoup de données. Ces données-là, on va faire quoi pour ces données? Donc, à la base, on va commencer par des données. On va leur faire quoi? Traitement. Absolument. Donc, on va faire des traitements pour les données pour qu'on puisse générer, comme l'a dit votre camarade, des statistiques et finalement générer quoi? Résultat, Oui, le résultat est en fait, il y a décision. un mot-clé. Oui, la décision. La décision, elle va être basée sur, en fait, parce que quand il y a une petite différence entre données et information. Je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, les données, c'est quelque chose d'assez brut. Et quand ces données-là, on leur fait faire des traitements, eh bien, elles deviennent ce qu'on appelle des informations. Et donc, toute entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amasser beaucoup de données. Elle va prendre des données sur l'entreprise elle-même, des données sur le marché, des données sur les concurrents. Et par la suite, il va y avoir un traitement de toutes ces données pour qu'on puisse générer des informations. Ces informations-là peuvent être sous la forme de statistiques, peuvent être sous la forme... Généralement, c'est des statistiques. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir, généralement. C'est les courbes. Et après, donc, c'est une information.
sur laquelle vont se baser les décideurs pour prendre les décisions. Voilà, donc ça, c'est le processus de la prise de décision d'une façon un peu grossière, bien sûr. On n'est pas entré dans les détails. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Dans une entreprise, on va avoir des multitudes et des tas de paperasse. Il y a énormément de paperasse, vous le savez. L'administration, on peut prendre le cas de l'administration tunisienne, c'est une administration qui est basée sur la paperasse. À chaque fois, on a besoin de faire une copie conforme, une attestation, une légalisation de la signature. On a besoin d'avoir toujours des photocopies CIL, photocopies extrait naissance, photocopie diplôme, photocopie, etc., etc., etc. Donc notre administration, elle est basée sur, il n'y a pas que la nôtre, mais elle est basée sur beaucoup de paperasse, énormément de paperasse. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un certain moment pour cette paperasse-là? Là, on n'a mis que l'aspect négatif de la paperasse, hein. Parce qu'on s'intéresse à la critique de la paperasse, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de paperasse? Capacité limitée, madame. On Capacité pourra de atteindre quoi? les capacités, Les capacités de quoi? capacités de stockage. Oui, la capacité de stockage, elle va être limitée. Oui, mais en plus. Mais en plus. La Oui, il y a un gestion n'est problème. pas facile. Gestion de quoi, par exemple? Des Difficulté de feuilles, des gérer textes. les données. Gérer les données, ça veut dire. Gérer, c'est trop vague. Qu'est-ce que vous voulez dire par gérer? Il y a une difficulté, man. Il y a des difficultés quand on veut faire quoi, par exemple? Faciliter, madame. Faciliter quoi? La recherche. Oui, la recherche, مثلًا. La recherche, est-ce qu'elle est simple? Est-ce que c'est Non, toujours évident de chercher dans de la paperasse? Ce n'est non. pas simple. Non, du tout. C'est pas facile. On a des registres, on a des boîtes d'archives, ومن بعد il faut savoir هاذيك la feuille هاذيك موجودة فين boîte d'archives, faut faire une recherche. On doit avoir une sorte d'index, en fait, pour les boîtes d'archives, parce que sinon c'est la foire. D'accord, on saura plus rien. C'est pas évident. Et quoi d'autre? Donc vous avez parlé de la recherche. Vous avez parlé aussi du stockage, ce qui n'est pas évident. Il y a des risques. Des risques de quoi, par exemple? Perdre l'information. Oui, des risques de perte d'informations. C'est ce qu'il y a de plus pénible pour une entreprise, c'est de perdre des informations. Perdre des documents originaux, on n'a pas des photocopies dessus, donc c'est pas évident de les avoir encore une fois. Donc, pour pallier à tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Pour pallier à tous ces inconvénients, qu'est-ce qu'il y a eu? Numériser, Oui, numériser ces données. absolument, Sahid. On a numérisé les données. Donc, on a commencé à mettre en place des personnes qui sont chargées de numériser au maximum les données. Donc, on a de la paperasse, on essaie de scanner, on essaie de retaper. Il y a différentes façons pour numériser les données qui sont contenues dans de la paperasse. Et donc, le fait de numériser fait que la gestion dont vous parliez tout à l'heure soit plus facile. Hakawale? Donc, normalement, on a résolu le problème. Machin mashikl. C'est super. B. Donc, l'année, c'est juste pour rappeler un tout petit peu, excusez-moi. Donc là, c'est pour rappeler un tout petit peu la prise de décision qui est une part importante de la vie de l'entreprise. Donc, on a dit tout ça. L'entreprise, elle a besoin de stocker les données, de les gérer, de les traiter. Elle a besoin d'un bon système de gestion de données. On est en train, juste une petite remarque, mais on est en train de critiquer certes la paperasse, mais la paperasse est toujours là. On va pas éradiquer la paperasse. Sauf que la gestion de la paperasse va être plus simple.
pour un dossier, disons que 90% du dossier, il va être numérisé. Même si on a un extrait de naissance ou la photocopie d'un diplôme, donc on va avoir la copie numérique du diplôme, on va avoir la copie numérique de la CIN, et après, on aura 10% du dossier qui est constitué par de la paperasse. Ça va être des photocopies, et même si on la perd, si on perd ce dossier, ce n'est pas grave, parce qu'on a la partie numérique où on a toutes les informations. On n'est pas en train on critique un tout petit peu la paperasse juste parce qu'il y a eu l'avènement de l'informatique et que de nos jours, tout est informatisé. D'accord? On ne va pas la remettre en question à 100%, à 90%, à 40%. Et donc, en fait, les systèmes de gestion de données, il y a plusieurs systèmes. Si on repart sur la paperasse, quels sont les systèmes de gestion de données, à votre avis, qui vont exister quand on va gérer de la paperasse? Qu'est-ce qu'on va faire pour la gérer? Parce qu'avant, il y avait la paperasse et c'était bon, les gens y arrivaient, hein, il n'y a pas de problème. Comment ils y arrivaient? Comment est-ce qu'ils géraient la paperasse? Qu'est-ce qu'ils faisaient? L'organisation par genre, madame, par exemple, par type, voilà, par référence. Oui, absolument, oui. Par exemple, on peut avoir des rangées, voilà, on peut avoir des armoires. Chaque armoire, elle aura un certain type de document. On peut, je sais pas si vous connaissez les boîtes d'archives. Dans chaque boîte d'archives, on va écrire, par exemple, les dates. On écrira, ça c'est pour, par exemple, le mois de décembre 2002, ça c'est pour le mois de janvier 2013. Il y a plusieurs façons qui vont être mises en pratique pour gérer un peu la paperasse. Et ça s'appelle un système de gestion de données, même si c'est manuel à 100%, mais c'est pas grave, mais c'est quand même un système. Ça, c'est pour les systèmes de gestion de données côté paperasse. Après, il y a des systèmes qui vont gérer les données côté informatique. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée d'un système qui permet de gérer les données d'un ordinateur? Là, vous, dans votre ordinateur, vous créez des fichiers, vous créez des dossiers, vous créez des arborescences, vous copiez les fichiers, vous cachez certains fichiers, vous faites tout ça. Donc, c'est quel système qui fait ça? Est-ce que vous avez une idée? Non, pas d'idée? Non, madame. En fait, ça s'appelle des systèmes de gestion de fichiers. Leur nom est assez intuitif. Donc, c'est un système de gestion de fichiers. Et les systèmes de gestion de fichiers ont existé avec les ordinateurs, bien sûr, avec les systèmes d'exploitation. Alors, on va voir ce que c'est. Ça, c'est la première génération des systèmes. Pour les systèmes informatiques qui permettent de gérer les fichiers, on ne peut de gérer les données, pardon, on ne peut pas ne pas parler des systèmes de gestion de fichiers. Alors, c'est quoi les systèmes de gestion de fichiers? On peut les appeler SGF ou SF, et en anglais, ça s'appelle File System. Ça fait en fait partie du système d'exploitation. Si vous avez Unix, une distribution basée sur Unix, vous allez avoir un système de gestion de fichiers. Si vous êtes sur Windows, vous allez avoir un autre système de gestion de fichiers. Si on est sur le Mac OS, on va avoir un autre système de gestion de fichiers. Ça dépend du système d'exploitation, en fait. Alors, le système de gestion de fichiers, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de gérer les informations du système d'exploitation et des utilisateurs. Ça, on vient de dire que chaque système d'exploitation, il a son propre SGF. Donc ça, c'est des petits exemples par rapport à Unix, à Windows. Windows, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de NTFS, de FAT.
Et en fait, le rôle d'un SGF, il va varier plus ou moins selon le système d'exploitation. Mais il y a principalement des tâches qui sont communes. Alors, c'est quoi le rôle d'un système de gestion de fichiers? À votre avis? Hmm. Alors, à votre avis, ça va être quoi comme rôle? Hmm. كم تعودنا question. Le système de gestion de fichiers, il va avoir quel rôle? Gérer tous les gestions. Il va gérer les fichiers. Je m'entends à gérer les fichiers. Donc, il va gérer les modifications, les créations, il va garder l'historique, il va gérer حاجة qui est très intéressante. Là, par exemple, si on veut calquer un tout petit peu sur le système de gestion de la paperasse, est-ce que tout le monde peut accéder aux archives pour fouiller haka, dans les boîtes d'archives et fouiller dans la paperasse? Normalement, non. Haka wale, ça va dépendre du rôle de cette personne. Haka wale? Oui. Parce Oui. qu'il y a un aspect de confidentialité des données, des fois. Parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde voir toutes les données. Enfin, qui sont confidentielles. On ne peut pas. On va donner la responsabilité à une personne. Et si, bien sûr, il y a la donnée, elle est propagée, on sait qui l'a propagée. Parce que cette personne est responsable, disons, de cette partie des données. Il faut garder, il faut avoir un mécanisme pour protéger les données. Il y a la notion de protection de données qui est aussi très importante. La protection par rapport à l'accès. D'accord? Donc, si on veut parler des principales tâches d'un système de gestion de fichiers, on va parler du stockage des données, on va parler de la gestion de l'arborescence des fichiers et des dossiers, on va parler de la gestion de l'emplacement des fichiers sur le disque. Parce que comme je ne sais pas si vous le savez, des fois le fichier, il n'est pas enregistré, le fichier il est enregistré sous la forme d'une suite d'octets. Mais cette suite-là, il se pourrait qu'elle soit divisée dans plusieurs fragments du disque. Il se pourrait que le fichier ne soit pas mis comme une suite dans un seul emplacement. Il peut être divisé dans plusieurs emplacements. Ça dépend en fait de la fragmentation du disque et ça dépend de la politique du stockage du disque. Et donc, il va gérer aussi les mises à jour parce qu'il va garder, disons, les dates de dernière modification et la date de création. Normalement, ces deux dates, elles sont toujours là. Et on va savoir qui a mis à jour quel fichier. Si, par exemple, on est dans le cas d'un PC qui est accessible par plusieurs utilisateurs. Normalement, il va nous dire c'est Flaine qui a fait ceci et Felten qui a fait cela. Après, bien sûr, le rôle d'un système de gestion de fichiers, c'est de conserver un état stable et à jour des fichiers. On ne va pas mettre dans un fichier n'importe quoi. Il ne va pas nous permettre de faire ça. Les extensions des fichiers, ça va dépendre du contenu du fichier. Je ne peux pas prendre un fichier son et le mettre sous format CSV. Le système de gestion de fichiers va me donner une erreur. On ne peut pas convertir du son en CSV, ce n'est pas possible. Donc, choisis une autre extension. D'accord? Alors, il va gérer les rôles attribués aux fichiers parce qu'il y a en fait des fichiers qui sont en lecture seule. Il y a des fichiers qu'on ne peut pas modifier. Il y a des fichiers cachés. Ça, c'est surtout, du moins ça, dans Windows, ça existe, le fait d'avoir des fichiers cachés. Alors, le système de gestion de fichiers va permettre aussi l'accès simultané aux données. Voilà, ça c'est en gros. Depuis tout à l'heure, on ne parlait que du système de gestion de fichiers sans aborder la notion de fichier. Alors, un fichier, qu'est-ce que c'est? En fait, tout le monde le sait, il contient des données, ça peut être du texte, des images, du son, de la vidéo. Il est stocké sur un disque ou sur un support
sous la forme d'une suite d'octets. Il peut être structuré en enregistrements et chaque enregistrement, il a une structure bien définie. Alors, un fichier peut être caractérisé par un nom, une taille, un type, un propriétaire des droits d'accès, une date de création et tant d'autres choses. Ça va dépendre des systèmes de gestion de fichiers. Là, on va prendre quelques exemples de systèmes de gestion de fichiers. On va commencer par le système FAT, File Allocation Table. Donc, il y a le FAT16 de MS-DOS et le FAT32. Pour tous ces systèmes de gestion de fichiers, nous avons des avantages et des inconvénients. Et ça, c'est assez normal. Alors, l'avantage du système FAT, c'est qu'il est adapté aux petites partitions. Lorsque nous avons de petits fichiers, il arrive à facilement stocker et manipuler ces fichiers. Par contre, au niveau donc, du système de gestion de fichiers FAT, il n'y a pas une réelle organisation de la structure du répertoire. Les fichiers, en fait, elles sont stockées. On dirait que le premier emplacement qu'il trouve libre, il stocke des données dessus. Donc, il n'a pas une réelle organisation du stockage des données. En plus, FAT ne permet pas de sécuriser l'accès aux données. Donc, on ne peut pas dire ce fichier n'est accessible que par Plain ou Felten. Et la taille des partitions des fichiers, elle est limitée à 2 Go pour FAT16 et 4 Go pour FAT32. C'est-à-dire qu'au-delà de fichiers de 4 Go, il ne sera pas capable de bien les gérer ni de bien les stocker. Voilà. C'est pour ça que FAT, c'est un système de gestion de fichiers Windows. C'est pour ça qu'après Windows, en fait, après, ils ont créé ce qu'on appelle le NTFS, New Technology File System. L'avantage, bien sûr, c'est qu'il est adapté au gros volume. À la il n'était pas. C'est assez fiable. On peut récupérer les fichiers suite à un crash. Et il propose une sécurité d'accès aux données. Bien sûr, en termes d'inconvénients, on va trouver, c'est l'inverse de FAT, donc il n'est pas très habile concernant les petites partitions et il ne possède pas un système de cryptage de fichiers. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à NTFS. Voilà. En gros, en fait, les systèmes de gestion de fichiers, ils ont beaucoup d'avantages et ils ont quelques limites. Alors, les limites qu'on va citer, c'est la possibilité, dans un système de gestion de fichiers, on peut avoir la redondance des données. Comment on peut avoir de la redondance de données? Comment on peut avoir de la redondance de données dans un système de gestion de fichiers? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame. Comment on peut avoir de la redondance de données dans un ordinateur? Est-ce que vous pouvez avoir des données qui sont redondantes sur votre ordinateur? Oui, madame. S'il y a plusieurs copies. Voilà, Sahid. S'il y a plusieurs copies, donc lorsqu'on a plusieurs copies d'un même fichier, eh ben c'est de la redondance des données et le système de gestion de fichiers la tolère. Mais il ne va pas vous dire « Ah non, attention, là où ce fichier existe déjà, on ne va pas le copier ». On peut avoir autant de copies qu'on veut. Voilà, en fait, et le fait, allez, pourquoi pour nous c'est une limite? Après, on va resituer un peu la chose, hein, ne craignez rien. C'est une limite à l'âge parce que, en fait, lorsqu'on va mettre à jour un fichier, on a le même fichier, les notes, un fichier où vous mettez vos notes par rapport à un cours donné, note base de données SGBD. Là, vous prenez des notes du cours et vous gardez le fichier.
où vous avez fait une copie, vous l'avez mis wahda fi wast, deuxième semestre, une autre copie, elle est mise sur le bureau. Lorsque vous modifiez le fichier que vous avez au niveau de votre dossier deuxième semestre, bien sûr, le fichier que vous avez sur votre bureau, il ne va pas changer. Il considère, c'est vrai que c'est à la base une copie, mais le système de gestion de fichiers les considère comme deux fichiers différents. D'accord? Donc, quand vous mettez à jour une version, la copie ne sera pas mise à jour. Et on va expliquer pourquoi c'est une limite, pourquoi on a mis ça comme étant une limite. D'accord? Après, il y a l'insécurité des données. Donc, on ne peut pas chiffrer les données, on ne peut pas avoir une réelle confidentialité de l'information. Et il y a une partie qui est par rapport à la non-fiabilité des données. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on peut avoir diverses copies d'un même fichier, eh ben, ça ne va pas être facile de savoir quelle est la bonne. Parce qu'on a effectué plusieurs modifications sur les copies à différents instants. Après, je ne sais plus quelle est la bonne. Ouais, trop le baraf. Et il y a l'aspect des données qui sont mal définies. On ne sait pas ce qu'il y a réellement dans le fichier, on ne sait pas quelles sont les données. Bref, c'est un peu délicat. Alors, pourquoi on est en train de critiquer le système de gestion de fichiers? Alors, si on revient à notre objectif principal, notre objectif, c'est de faire quoi? Nous avons un ensemble de données que nous voudrions traiter pour générer de l'information. C'est ça notre objectif principal. Et donc, si on va seulement se baser sur ce système de gestion de fichiers, ce système de gestion de fichiers ne m'aide pas beaucoup. C'est vrai que je vais pouvoir stocker les données, je vais pouvoir rechercher des données, je peux pouvoir créer des copies, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le système de gestion de fichiers, il va permettre d'avoir la redondance des données, il va permettre un accès aux données par plusieurs personnes. Et réellement, il ne va pas me permettre d'avoir des données qui soient fiables à 100%. Si on prend le cas des copies, je ne sais pas quelle est la bonne copie. Je ne peux pas me baser sur la plus récente, parce que moi, j'ai modifié plusieurs fois plusieurs copies, et donc je ne me souviens plus quelle est la bonne. Quand vous avez des fichiers pour une présentation ou un rapport, vous avez plusieurs copies. Dans chaque copie, vous avez une bonne chose. Après, vous voulez reconstituer une dernière version à partir de toutes ces versions. Ce n'est pas évident à faire. C'est très difficile. D'accord? Les systèmes de gestion de fichiers, là, ils sont là. Si vous voyez votre ordinateur fonctionne grâce à un système d'exploitation. Et vos fichiers, vous les manipulez grâce au système de gestion de fichiers. On n'est pas en train de mettre ou de remettre en question l'utilisation des systèmes de gestion de fichiers. Sauf que pour notre cas à nous, les systèmes de gestion de fichiers ne répondent pas vraiment aux besoins. Donc, il faut créer un autre système qui est vraiment dédié à un stockage de données et à une manipulation plus facile des données. Et bien sûr, ce système-là, c'est quoi? Ce système-là, c'est quoi? C'est le titre du module. Ce système-là, c'est quoi? Base de données. La base de données. Oui, la base de données. La base de données, en fait, c'est un système qui a été créé, qui il va isoler certaines données. Donc, on va mettre certaines données au niveau de cette base de données et on va l'isoler un tout petit peu du système de gestion de fichiers. Le système de gestion de fichiers pourra retrouver ces données, il ne pourra pas les manipuler facilement. Il se peut que les données soient cryptées ou hash. Donc, la base de données, elle va prendre une partie du disque dans laquelle elle va stocker des données propres à elle. Et ces données-là, elles vont être stockées, vous allez voir, d'une façon un peu spéciale. Ce n'est pas comme pour le système de gestion de fichiers normal.
il va y avoir une manipulation assez spéciale de ces données pour qu'on puisse pallier aux limites. En fait, les limites que vous voyez, la base de données, elle va pallier à toutes ces limites. Alors, on va voir ça. Base de données. Alors, base de données, c'est en français. On peut appeler ça BD ou BDD. Et en anglais, ça donne quoi? Database. Oui, absolument. En anglais, c'est database. DB, donc en anglais. La description, c'est quoi? Une base de données, c'est un ensemble structuré et organisé de données. Donc, l'aîné, déjà, on a la notion de, si vous voyez, de structure. On connaît la structure des données. Ce n'est pas un fichier texte où on a je ne sais combien de paragraphes, voilà, un fichier Word avec des tableaux, des paragraphes, des titres. L'aîné, c'est un ensemble qui est vraiment structuré. On sait ce qu'il y a. Et c'est un ensemble qui est organisé. On va voir comment c'est organisé. D'accord? Donc ça, c'est 2 mots-clés déjà, structuré et organisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces données-là, elles représentent des informations du monde réel et elles vont être, et on va pouvoir les interroger et les mettre à jour par des applications. C'est certes, ce sont des données qu'on va un tout petit peu isoler du système de gestion de fichiers, mais ce sont des données qui vont être manipulées par des applications surtout. D'accord? C'est soit des êtres humains ou elle a des applications. Alors, la base de données, elle garantit l'intégrité des données. Elle va permettre d'avoir des données fiables. Des données fiables, la base de données va toujours me donner la version la plus à jour de la donnée. Et étant donné qu'une base de données ne permet pas la redondance des données, donc j'ai toujours une seule version actuelle d'une donnée donnée. La base de données, elle va garantir des données cohérentes. Elle va garantir des données cohérentes. Ça veut dire quoi des données cohérentes? Je vous donne un exemple. Alors, supposons qu'on ait on va prendre pour exemple la base de données d'esprit. La base de données d'esprit, vous savez, elle va gérer plusieurs informations. Elle gère plusieurs données. Alors, par exemple, nous avons des enseignants, pardon, qui sont rattachés à des départements. Donc, je sais que cet enseignant travaille dans ce département. Donc, si par exemple, on va créer un nouveau département. Bon, là, si par exemple, elle dit qu'à la personne, on va créer un nouveau département, par exemple. On va créer une nouvelle équipe qui n'existait pas avant. Quand on va créer une nouvelle équipe, donc les enseignants auront comme information l'équipe dans laquelle ils travaillent. Donc, par exemple, on a créé une nouvelle équipe et on l'a mis dans un département à part. Donc, on a créé, par exemple, une équipe intelligence artificielle et on l'a mis dans un département qu'on a appelé Smart Department. On a fait ça. Après, on s'est rendu compte que finalement, ce Smart Department, en fait, c'est simplement, il fait partie du département informatique. Il ne faut pas créer un autre département avec d'autres chefs de département et toute une gestion spéciale pour ce département. Il n'y a pas lieu de faire. Donc, finalement, on s'est rendu compte que les mouches, les emailles, on va l'enlever, ce département Smart. On a enlevé le département Smart. Sauf que qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Certains de nos enseignants qui ont été d'abord affectés au département Smart, ils sont restés rattachés au département Smart. Parce qu'on a oublié, quand on a enlevé le département Smart, on a oublié de revenir vers les enseignants et de changer leur affiliation. Et un cas d'utilisation pareil, un système, une base de données ne va pas le tolérer. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que il y a un lien entre enseignant et département. Je sais que l'enseignant est rattaché à un département et le département va y trouver des enseignants. Il y a une relation. Donc, s'il y a une mise à jour au niveau des départements, on va appliquer ces mises à jour au niveau des enseignants.
مثلا, on a changé le nom d'un département. On va vers les enseignants qui appartiennent à ce département et on va changer le nom du département pour les enseignants. Par exemple, s'il y a un département qui a été supprimé, on va vers les enseignants et pour la case département, on va la mettre à vide. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'une base de données, elle permet d'avoir des données intègres. Ce sont des données fiables. Pourquoi? Parce que c'est toujours les données qui sont mises, on a toujours accès à la dernière version d'une donnée et c'est des données qui sont cohérentes. On ne va pas avoir du n'importe quoi. Pas de tbalbis dans une base de données. Les données, elles sont structurées, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, je sais quelle donnée est rattachée à quelle donnée. J'ai en fait une idée sur la dépendance entre les données. Je sais que cette donnée dépend de cette donnée. L'enseignant, il dépend du département. Donc, quand je change le département, je dois changer enseignant. L'étudiant, il est rattaché à une classe. Si, par exemple, il a fait un changement de classe, bien sûr, il faut que j'applique ça au niveau de ma base de données. Sinon, l'étudiant sera toujours rattaché à l'ancienne classe. D'accord? Est-ce que vous me suivez ou vous êtes Madame, des perdu? champs liés لبعضهم. Oui, bien sûr. Des champs qui sont liés. Parce que كيف ما قلت لكم توا enseignant et département, étudiant et classe. Donc il y a une dépendance entre les données. Donc on a une structure qui dépend d'une autre structure. Parce que n'oubliez pas la notion de données structurées. Donc il y a des structures qui sont interdépendantes en fait. Et c'est finalement, on va voir la notion de champ juste après. D'accord? Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que vous suivez, Brabi? Ou là, vous vous êtes perdu? Oui, madame. Bon. Après, pour les autres, on ne sait pas. On espère que vous nous suivez. C'est bon? Vous n'avez pas de questions jusque-là? Vous n'avez pas de remarques, pas de critiques, rien? Mais après, je vais poser quelques questions pour savoir si vous m'avez bien suivi ou pas. Alors, on continue parce que si vous faites attention au nom du module, le nom du module est composé de deux notions. Il y a la notion de base de données et l'autre notion, c'est quoi? La gestion. Gestion de quoi? Gestion de la base de données. Oui, donc c'est le système de gestion de la base de données, ce qu'on appelle SGBD en fait. D'accord? Donc là, on va parler du système de gestion de base de données. Alors, le nom, c'est système de gestion de base de données SGBD en français. Est-ce que vous avez une idée de comment on l'appelle en anglais? Gestion system database. Michel, la tentative. Michel, Database Management System, en fait. C'est une belle tentative. Ce qu'on appelle des BMS, en fait. D'accord? Alors, à votre avis, la nature de ce SGBD, elle est de quelle nature? Est-ce que c'est un élément physique, c'est un serveur, un PC, ou là, c'est un élément logique? C'est du logiciel. Logiciel. Très bien, il est de nature logicielle. Ouais. Madame, madame, le traitement des données يفرق par exemple في البيج داتا ولا تعمل des données des grands données معناتها في البيج داتا اسكو يفرقوا ولا Traitement التريتمون نتاعهم كيف traitement de quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par traitement? de données أي إيش معناتها؟
Attends un exemple. Mais dès que tu as dit ça, c'est que tu as quelque chose derrière la tête. Hein. Dis-moi. Par La exemple. manipulation, madame. Hey, Par l'insertion, la exemple, lecture. la modification, نتصور le même principe. Hey, les principes sont les mêmes. Hey. Les principes sont les mêmes. Euh, Bon, après, ça dépend. Il y a plusieurs volets. Les principes sont les mêmes. Il y a des données qui vont être stockées et qui vont être manipulées. Le big data, quand on parle de big data et de. Quand on parle de big data, on parle des bases de données NoSQL. Les bases de données NoSQL, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Elles permettent d'avoir le farq, si on va vulgariser un peu la chose, le farq entre les systèmes. Ça, je réponds à ta question juste après. Attends. Ben, alors, on va dire, on va entrer dans, dans le type de la base de données. Alors, les fonctions d'un SGBD, c'est de créer, d'écrire, modifier, interroger et administrer les données dans une base de données dans un langage spécial. On va voir ça après. Ben, le système de gestion de base de données va assurer le partage des données, l'accès simultané et multi-utilisateur, la sécurité et l'accès aux données. Les limites le système de gestion de fichiers, les donc le système de gestion de base de données, il va pallier à ces disons, limites. Il va minimiser l'incohérence des données. Mais je n'ai pas dit il va disons, il ne va y avoir que des données cohérentes parce que ça dépend de la nature de la base de données. Alors, la question qui se pose, comment sont structurées les données? Si vous vous rappelez la définition de tout à l'heure, une base de données, c'est un ensemble structuré et organisé de données. Mais, une structure. Alors, pour la structure, il y a plusieurs modèles de gestion de base de données. Il y a plusieurs modèles de données dans une base de données. Alors, on va parler de la première génération, c'est les modèles hiérarchiques. Les données sont représentées dans la base, sous la forme d'un arbre. On a le modèle réseau où les données sont représentées sous la forme d'un graphe. La deuxième génération, c'est la génération sur laquelle on va s'attarder, en fait. C'est ce qui nous importe. La deuxième génération, c'est le modèle relationnel. Alors, le modèle relationnel, il a été inventé dans les années 70 par un ingénieur, donc c'est un mathématicien à la base, qui par la suite a fait des études en informatique. Il s'appelle monsieur Edgar Code. Donc, c'est grâce à ce monsieur-là que nous avons les bases de données relationnelles. C'est grâce à ce monsieur-là que nous avons l'algèbre relationnelle. Et c'est grâce à ce monsieur-là que nous avons le langage SQL. Donc, c'est grâce à ces travaux à lui qu'on parle aujourd'hui de base de données relationnelles. D'accord? Donc, lui, il a créé le modèle relationnel et d'autres ingénieurs se sont basés sur ce modèle pour créer les bases de données relationnelles et donc créer des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. D'accord? Alors, monsieur Edgar Code, comme je vous l'ai dit à la base, c'est un mathématicien. Il a fait des études en informatique. Il faisait partie d'IBM, donc il a travaillé chez IBM et c'est un des gagnants du Turing Award. Alors, le Turing Award, c'est un prix qui est décerné aux personnes qui sont à la base de prouesses technologiques. C'est des inventeurs. C'est de très très bons inventeurs. C'est eux qui gagnent donc le Turing Award. Le Turing Award, si on veut, ça ressemble un peu au prix Nobel de la physique, voilà, de la chimie, mais parce qu'il n'y a pas un prix Nobel pour l'informatique, ben, ils ont créé ce qu'on appelle le Turing Award. C'est prestigieux comme prix. D'accord? Vous pouvez voir sur Internet, voir la liste des gens qui ont déjà bénéficié du Turing Award. Voilà, ça c'était pour la petite histoire du Turing Award. Alors, le modèle relationnel, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Il a été créé vers les années 70 et jusqu'à aujourd'hui, il fait ses preuves. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est basé sur des théories mathématiques. Alors, la théorie des relations et des ensembles. D'accord? Voilà pour le modèle relationnel. Après,
c'est un modèle comme bon, c'est un modèle qui domine les standards des bases de données actuellement. Après, la troisième génération, c'est les modèles orientés objets et les modèles relationnels objets. Donc, on a introduit la notion d'objet au niveau du relationnel. Elle a des bases de données pures orientées objets. Ensuite, si j'ose dire, moi j'ai mis quatrième génération, mais je ne crois pas qu'il l'appelle quatrième génération. Ça, c'est une tentative réellement. Si on va parler des modèles de base de données NoSQL, Not Only SQL. Alors, Edoma, c'est quoi? C'est des bases de données qui se veulent très performantes quand on parle d'architecture distribuée. Si on prend le cas de Google, voilà, de Facebook, voilà, de LinkedIn, voilà, de WhatsApp, voilà, les grandes firmes, et vous, comme ce sont des logiciels qui nécessitent un stockage énorme de données. Si vous voyez juste Facebook ou Twitter, le nombre de tweets qui sont générés toutes les secondes est énorme. Le nombre de statuts qui sont générés sur Facebook, voilà, le nombre de commentaires qui sont générés, voilà, le nombre de publications qui sont faites toutes les secondes, c'est énorme. Et donc, pour manipuler tout ça, fallait créer une base de données qui puisse s'étendre facilement. J'ai à stocker 10 gigas, il faut que ce soit possible. Je ne dois pas attendre, voilà, voir quel est le serveur qui pourrait éventuellement héberger mes données. Où j'ai besoin de stocker, il faut que ça soit vite fait. Donc, ils ont pensé, en fait, juste pour vous donner une image globale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour les bases de données relationnelles, généralement, on a un grand serveur. Un serveur kbir, c'est lui sur lequel on va tout stocker. Mais, par contre, les bases de données NoSQL, c'est quoi leur principe? Leur principe, c'est d'avoir des bases de données distribuées. Un seul serveur d'une capacité de 3 téraoctets, je vais avoir de multiples serveurs d'un téra. Au lieu d'avoir 3 téra, je vais avoir voilà, peut-être un seul serveur 10 téraoctets, je vais avoir 10 serveurs avec 1 téraoctet. Allez, parce qu'ils se sont rendus compte que lorsque on divise la tâche sur plusieurs serveurs, c'est plus rapide. Quand je vais stocker une donnée, au lieu de la stocker sur un seul serveur, je vais diviser cette donnée en parties et la stocker sur différents serveurs. Et donc, le temps d'exécution est plus rapide. Kiff, en termes de lecture, lorsque je lis d'un seul serveur à partir d'un seul serveur, ça prend du temps. Par contre, la donnée, elle est déjà divisée, ou elle est mise sur plusieurs serveurs. Donc, le temps de lecture, on va lire à partir de chaque serveur, la quantité à lire, elle est plus petite. Et donc, le temps de lecture, il est plus petit. Et donc, si on fait la somme, les divisions de lecture, je lis à partir d'un seul serveur. Donc ça, c'est un des principes des bases de données NoSQL. Il vous un stockage et un traitement réparti. Dis-moi. Mais l'inconvénient, madame, le cas d'une panne d'un serveur, tu as une perte d'information. Des mécanismes qui existent déjà dans les bases de données relationnelles. Alors, une base de données relationnelle, les bases de données, même la base de données, dit un mécanisme de backup. Je dit un serveur de backup. عندي le serveur principal اللي نخدم بيه وعندي un serveur de backup. Sinon, مشينا. On ne retrouve plus les données qui نمشيو معناتها يصير crash كبير ولا تصير لنا attaque كبيرة هكا نمشيو les données. Donc, toute base de données a un serveur de backup. Généralement, ils font ça, les grandes entreprises. Mais les données ont une seule copie. Donc, le serveur principal ou un serveur de backup. Et donc, les bases de données qui sont distribuées ont le même principe. Ils ont des serveurs de backup, pas un seul serveur de backup. Il y a les Maintenant, je vous ai dit que la capacité des serveurs des bases de données NoSQL, les capacités une base de données relationnelle كبيرة. J'investis un serveur de 10 téraoctets, je vais investir dans des serveurs de 1 téra qui coûtent moins cher. Donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs serveurs. مش كيف ما كي عندي مش كيما نشري PC super performant كيما نشري 3 4 PCيات هاكا متوسطين.
باقي en temps d'argent, c'est moins coûteux. Donc هذاك الprincipe هما il se base عليه et le backup راهو ديما موجودين. Peu importe le type de la base de données, on a toujours des serveurs de backup. Ça, c'est une norme de sécurité. Vous voyez, comme non relationnel, ساعات عندهم 2-3 backups. Minimum, هو يقول un SGBD اسمه MongoDB. في MongoDB يقول لك tu as minimum 2 serveurs de backup. Minimum. كل serveur ما قلنا les données elles sont distribuées sur plusieurs serveurs. كل واحد منهم il a minimum 2 backups, 2 serveurs backup. Donc عندك tu as 3 machines qui ont les mêmes données. Ça c'est au minimum. Ça c'est la configuration recommandée par le constructeur. Ça répond un peu à ta question, ça va? Oui, madame. Très bien. Ben, voilà, on a fait le tour les bases de données SQL alors que ça ne fait pas partie du cours, mais c'est toujours intéressant. Non, notre cours, en fait, il est basé sur les bases de données relationnelles. خاطر هذوما c'est les bases de données اللي أي ingénieur en informatique doit les connaître. خاطر أكثرية les bases de données qui sont utilisées actuellement sont des bases de données relationnelles. Ben, alors, la base de données relationnelle, elle est constituée de quoi? Maintenant, elle est constituée d'un ensemble de données structurées et organisées. Elles sont structurées en quoi? Eh bien, elles sont structurées en relations. Ça, c'est le type de structure MTH. C'est des relations. Et عندهم زيادة ce qu'on appelle des contraintes d'intégrité. Et ça fait partie de leur structure. Donc, la structure MTH des relations. Et sur ces relations-là, on va appliquer ce qu'on appelle des contraintes d'intégrité. D'accord? Alors, et bien sûr, les relations, des liens. Il y a des liens entre les relations. C'est le côté organisationnel de la chose. Donc, on a des relations et les relations sont liées entre elles. Ben, les relations hidouma, on peut les voir sous 2 formats. Il y a le format relation et il y a la version tabulaire. La version tabulaire, donc, alors, la relation tabulaire, ça des colonnes et des enregistrements. Alors, on va illustrer tout ça via un exemple. On va considérer la relation personne. La relation personne, FIHA, ID, nom, prénom, date de naissance. Ça, c'est les caractéristiques d'une personne. C'est ce qu'on va stocker sur la personne. Comment on peut la voir? Donc, on la voit comme une relation, et une version tabulaire. Donc, on va voir la table personne. Il y a la table personne. La première colonne, en fait, c'est la colonne qui définit, la première ligne, pardon, elle définit les colonnes de la table. ID, nom, prénom, date de naissance. Et ici, les lignes, c'est par rapport aux données qui sont insérées. D'accord? Donc ça, c'est notre base de données relationnelle. Un ensemble de relations. Et ces relations peuvent être vues sous la forme de table. D'accord? Ben, alors, puisque on est dans les bases de données relationnelles, on va parler de SGBD relationnels. Les SGBD relationnels, il y en a plusieurs. Je vous ai choisi quelques-uns. Alors, on ne peut pas ne pas citer Oracle parce que Oracle, c'est une entreprise qui a commencé à travailler sur les bases de données, sur les SGBD relationnels depuis les années 70. Donc, عريقة جدا. Donc, on va parler le SGBDR, un des SGBDR les plus connus, c'est ceux d'Oracle, parce qu'il en a plusieurs en fait. Pour Microsoft, on peut citer SQL Server et Microsoft Access. Alors, et là, c'est Sybase. Sybase, c'est un système de gestion de base de données qui est fait par l'entreprise qui possède SAP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de SAP. Alors, les 4 bases de données sont des bases de données propriétaires. Ce sont des bases de données payantes. Il faut acheter la licence pour pouvoir travailler avec. Par contre, les autres sont des bases de données open source. Donc, la plus connue, c'est MySQL. Vous avez aussi SQLite. Il y a MariaDB. Donc, ce sont des bases de données relationnelles open source. La base de données aidée à PostgreSQL est aussi une base de données relationnelle open source, mais elle n'est pas que relationnelle. C'est une base de données objet relationnel. D'accord?
Voilà. Nous, on va travailler avec Oracle, avec une version gratuite d'Oracle. Oui, dis-moi. ده معلش ما نخدموش بماي اس كيو ال. Parce que MySQL, en fait, vous travaillez avec dans les autres modules pour diversifier un tout petit peu, en fait. داكور. Ben, alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a parlé des bases de données relationnelles, on a dit qu'il y a, quand on a parlé du SGBD, pardon, on a dit que comme un langage qui va permettre de manipuler les données. Le langage qui permet de manipuler les données, juste une base de données relationnelle, eh ben, n'est autre que SQL. On va voir un tout petit peu un bref historique de ce langage. Alors, SQL pour Structured Query Language. Donc, c'est un langage qui va nous permettre d'écrire des requêtes pour interroger et manipuler les données. D'accord? Donc, عندي base de données, عندنا le SGBD. Le SGBD يحكي مع الباز ولا نحن نحكيو مع le SGBD pour manipuler la base de données via des langages de requêtes. Via des requêtes اللي هما من langage هذايا SQL. Alors, bref historique. En 77, il y a eu la création du langage SQL. Langage SQL, c'est pour Structured English Query Language. SQL a été inventé donc il est basé sur l'algèbre relationnelle inventée par Monsieur Code. Alors, dans les années 86, ils ont standardisé SQL pour avoir SQL. Et SQL, c'est un standard dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Quand on écrit une requête create, c'est à peu près la même chose au niveau de tous les SGBD. D'accord? Donc, SQL est un standard. Ben, il est normalisé par l'ANSI et l'ISO. Juste une petite remarque, si vous allez voir des cours en anglais, Sophie Coursera ou elle a des vidéos, vous allez voir qu'ils parlent de SQL. Ils ont gardé en fait l'appellation d'origine. Mais ils l'ont changé. SQL. C'est pas parce qu'il y a des droits d'auteur ou donc ils ont préféré pour éviter de verser des frais de droits d'auteur, donc ils ont préféré juste changer le nom. Donc ça met SQL. D'accord? Alors, SQL a vu sa version 2 en 92 qui gère les bases de données objets relationnels ou orientés objets. Ou non, astaghfirullah ya Rabbi. Donc SQL 2, c'est juste pour pallier à des limites de SQL. Donc SQL 2. Ou SQL 3, c'est surtout des améliorations pour les bases de données relationnelles objets et orientées objets. Voilà, donc SQL 3, c'est la dernière version de SQL. Il est en sa version ils n'ont pas. Enfin, des petits changements qu'ils ont fait, mais il n'a pas changé. Ma famille SQL 4, par exemple. Il est en sa version 3. Alors, les requêtes SQL, qui n'a une requête SQL, n'a pas de quoi elle parle. Après, مثلا كي نخدم انا في اوراكل ونهز نفس الروكيت على ماي اس كيو ال بعد ساعات تخدم بعد ساعات لازمني نعمل une petite modification. D'accord? Mais en gros, c'est à peu près les mêmes requêtes. Mais فما هكا un petit changement de syntaxe. D'accord? Entre les SGBDR. Mais le principe est le même. Une requête select ديما تعمل نفس الحكايه. Une requête insert ديما تعمل نفس الحكايه. Alors, le langage SQL, il est basé sur des requêtes. Les requêtes, elles sont basées sur ce qu'on appelle des instructions. Les instructions, on peut les mettre dans 5 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie LDD. C'est elle qui permet en fait de créer des objets de la base de données. Donc, on va utiliser mais intéressez-vous à ça. Create, alter, drop. Ce sont les instructions les plus importantes. TBN SQL, c'est pour créer des structures de données. Mais on a le LMD, le langage de manipulation des données, qui va nous permettre de manipuler les données, insérer les données, mettre à jour des données, supprimer les données. On a le LID, c'est le langage d'interrogation des données. C'est le langage qui va nous permettre de...
c'est le سامحوني الأولاد désolé, je vais juste corriger ça. Voilà. Donc ça, c'est la requête select. C'est la requête select qui va nous permettre d'interroger les données. Maintenant, à interroger les données, maintenant, je vais lister les données, afficher les données. Alors, nous avons le langage de contrôle des données. L'ILO, il va permettre de gérer les droits d'accès. Comme instruction principale, grant, revoke. Et le langage de contrôle des transactions, lorsque je m'intéresse, en fait, lorsque مثلاً, on a fait un delete des données, ou bah, on a, il fallait pas faire un delete. Donc, là, ce qu'on appelle un rollback pour revenir en arrière. Donc, ça, on a des mécanismes de récupération des données. D'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on va voir? Nous, on va voir les trois premières parties. هذوما. Je trouve les create, l'alt, le drop pour créer des structures voilà, des objets de la base de données. On va voir le insert, update, delete pour manipuler les données. Et on va voir le select pour interroger les données. Le LCD et le LCT fait partie du cours base de données, administration des bases de données, DBA. D'accord? Donc, on va juste voir ça. Ben, alors, je vais vous présenter un tout petit peu le système de gestion de base de données avec lequel on va travailler. C'est Oracle 10G en sa version Express Edition qui est gratuite. Donc, c'est une version gratuite qui possède une seule base de données. Elle supporte la norme SQL3. Et ce SGBD offre un langage de développement procédural qu'on appelle PL/SQL. Est-ce que vous connaissez les langages de développement procédural? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de langage procédural? C'est très bien. C'est un langage procédural. Donc, c'est un langage qui va permettre de décrire des programmes sous la forme de fonctions et de procédures, n'est-ce pas? Là aussi, c'est la même chose. Donc, on va créer un langage. Allez, en fait, parce que SQL, il permet maintenant une instruction SQL a un seul objectif. Et lorsque je veux créer un programme où on va mettre plusieurs requêtes SQL, où on va faire un traitement, on va faire des comparaisons, on a besoin de plus que SQL, donc on a besoin d'un langage procédural qui est basé sur SQL. Et des filles Oracle, le langage procédural est PL/SQL. PL pour Procedural Language. D'accord? Les autres bases de données et les autres SGBDR rendent des langages procéduraux TBINOM. Donc, SQL, ce qu'on va voir par rapport à SQL, c'est valable pour tous les SGBD, mais PLSQL, c'est propre à Oracle. Alors, Oracle dit sous deux ergonomies de manipulation. Il y a l'interface console SQL+, et l'interface web Apex. هذه SQL+, donc c'est une invite de commande. On tape le menu SQL+, بعد يخرج لنا. On se connecte et ça, c'est la version web. Apex, Oracle Application Express. Donc, l'accès se fait via un lien URL. Et voilà, donc c'est la partie web. D'accord? Ben. Madame, bien télécharger ou voilà, monsieur le bec. Les Mzelbekli. En fait, je vais partager avec vous l'installation. Je vais comme un guide d'installation. Vous n'avez pas besoin de le télécharger. Il est sur le drive. Ben, alors, là, on va parler du plan du module. Ben, qu'est-ce qu'on va voir? Choufou. SQL, Oracle à partir de la deuxième partie. Ben, attendez un tout petit peu. La première partie et la deuxième partie, on va la voir au niveau du semestre, au niveau de la période 1. À la première partie du semestre 2, on va faire la première, Inch'Allah, et la deuxième partie. Et pendant la deuxième partie du semestre, donc la période 2 du semestre, on va voir PLSQL. Alors, quand est-ce qu'on va travailler avec Oracle? On va travailler avec Oracle à partir de la partie SQL. Je disons à partir de la séance 3. Mouche 3, double créneau, à partir de la semaine 4. À peu près, on va travailler avec Oracle.
D'accord? Donc, je vais vous mettre l'installation en call, mais c'est un peu précoce. Mais vous pouvez l'installer. Je vais partager avec vous l'installation. Ben, la première partie qu'on va voir, c'est une partie modélisation. Ben, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, في المodélisation, avant d'aboutir قبل ما نبداو, on interroge les données, il faut faire quoi? Des modèles Des modèles de quoi? de Les récolter. structure, Hein? On a besoin de quoi, Symphonie? modèle de structure, madame. Les structures des données. هكا ولا لا؟ Oui. Ben, donc, خاطر نحن قلنا les bases de données, le système de gestion de bases de données هذايا في وسطو. Juste, je نرجعها لكم sur une diapositive. Alors, attendez un tout petit peu. Finalement, en fait, la base de données interne, elle va être constituée de relations. Les relations, on va les voir sous la forme de tables. Donc, on va avoir des tables. On a des tables, à la base, sont des relations. Table relation, c'est kiff-kiff, à un certain moment. Et donc, notre base de données, elle sera constituée de tables, disons. C'est un ensemble de relations. Les relations, il y en a plusieurs, et elles sont reliées entre elles. Donc, il faut réellement en fait, une démarche à faire pour arriver à générer ces relations. Mais les relations, je génère mes tables. Donc, il faut un chemin qu'on va suivre pour aboutir à ça. Pardon, un schéma qu'on va suivre pour aboutir à ça. D'accord? Alors, c'est quoi ce chemin-là? Ce chemin-là fait quelques étapes qui sont assez connues, ce qui est bien. On va commencer par un premier niveau. La première étape, c'est le niveau conceptuel. La première étape, c'est de créer ce qu'on appelle un modèle entité-association. On va créer un modèle. On va partir de la vie courante, d'une problématique concernant la vie courante. باش نعمل une base de données نتاع l'épicier du coin. Qui va informatiser, donc chez l'informatique ou il a besoin d'une base de données. Donc, c'est une base de données de gestion de stock réellement. Donc, on a les stocks, on a les fournisseurs, on a les produits, on a des clients, les crédits, donc il y a tout ça. Donc, on va gérer le petit carnet de crédit, on va gérer les factures payées, les factures non payées, tout ça. Donc, ce sont les informations qu'on doit stocker au niveau de la base de données de la gestion de stock. Donc, on va partir du monde réel, donc l'épicier du coin, et on va voir quelles sont les données dont il a besoin, les données qu'il a réellement besoin de stocker. Et on va créer pour ça ce qu'on appelle un modèle entité-association. Une fois que notre modèle entité-association est mis en place, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à ce qu'on appelle un niveau logique. On va générer notre modèle relationnel. Alors, on va générer notre modèle relationnel. Femme a des règles de passage du modèle entité-association vers le modèle relationnel. Donc, on va appliquer ces règles de passage. Une fois que c'est bon, on aboutit à un modèle relationnel. Et puis, ce modèle-là, je me dis donc d'où avec ce qu'on appelle des formes normales. On va appliquer à l'île des formes normales pour le valider. Une fois que notre modèle relationnel est validé, on peut générer les tables internes et on peut commencer à travailler avec SQL. D'accord? Mais avant d'attaquer cette partie-là, je trouve l'algèbre relationnelle qui a été créée par code. Je trouve quelques aspects. Maintenant, on ne va pas voir toute l'algèbre. Donc, je trouve quelques aspects de l'algèbre relationnelle. Ces aspects-là,
ont été repris par les inventeurs du langage SQL. SQL, il est basé sur l'algèbre relationnelle. Donc, je n'apprends l'algèbre relationnelle, ou bah, c'est bon. On commence à travailler avec Oracle, de les différentes instructions du langage SQL, comment créer des tables, comment insérer des données, comment lire les données, comment les modifier, tout ça. On va voir ça donc durant cette partie. Et Inch'Allah, pendant la deuxième période du semestre, on verra la partie PLSQL, qui fait qu'on va écrire des programmes procéduraux, tout ça. Donc voilà. Alors, je vais juste vous montrer le tuto de l'installation de Oracle. Madame, Oui, Madame, donc la première partie, je te كلها théorique, ou à partir de la deuxième partie, نبدأ pratique. absolument. D'accord. Merci. Ouais. بهتر بالك نعمل stop presenting ونعاودو pour partager l'autre fichier. Attendez. Bon, pour ceux qui veulent l'installer maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est peut-être une bonne chose. علاش ليه ما نقعدوش من بعد في الغصر نستاليو فيه. Mais alors, donc sur l'installe, je vais partager avec vous le lien et quand vous allez installer, il y a une seule étape importante, c'est lorsqu'il va vous demander le mot de passe. Lorsqu'il vous demande le mot de passe, vous écrivez système, qui m'a مكتوبة لهنا بالضبط, sans majuscule, كله en minuscule. Donc vous écrivez système. Ensuite, vous écrivez système 2 fois. Vous terminez l'installation normalement, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déverrouiller l'utilisateur HR. Donc, on va accéder à l'URL et déjà, à la fin de l'installation, qu'est-ce que vous voulez ouvrir? Vous pouvez écrire, vous pouvez dire oui ou Hakika, vous y accédez directement. Alors, vous allez soit Hakika, soit l'URL et يتحل. يتحل يجي comme l'interface de login. Donc, vous écrivez système, utilisateur et système mot de passe en petit z. D'accord? C'est le mot de passe de l'installation. Ensuite, vous allez déverrouiller HR. Donc, administration. Vous cliquez ici. Ensuite, database users et manage users. Donc, une fois que vous êtes ici, c'est bon. Vous êtes sur l'interface de gestion des utilisateurs. Ce que vous faites, vous accédez, donc vous appuyez sur cette icône. Normalement, vous n'avez pas d'autres utilisateurs, donc comme juste l'utilisateur HR. C'est un utilisateur qui est là par défaut, donc on va l'utiliser. On va le déverrouiller et lui donner son mot de passe. Donc, on va principalement faire suivre 4 étapes, pardon. Donc, la première étape, c'est de lui donner comme mot de passe HR en petit. Et là, vous avez l'explication des 1, 2, 3, 4. Donc, vous écrivez HR en petit. Ensuite, vous le déverrouillez. Un lock ou elle est déverrouillée, ça dépend de la version française ou la anglaise de votre installation. Par la suite, vous faites un check all. Check all pour donner des privilèges à l'utilisateur. Et ensuite, vous faites un alter user. Alter user, c'est pour modifier. Ou user khater, en fait, c'est un objet de la base de données. Donc, c'est pour le modifier. On fait un alter user. Voilà. Et donc, on se déconnecte et on se reconnecte avec l'utilisateur HR. Vous venez ici, SQL, SQL commands, ou vous faites entrée commande.
et vous êtes sur l'interface qui va vous permettre d'écrire des commandes. D'accord? Voilà, ça c'est pour le petit tuto d'installation. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Madame, موجودة version في macOS. Je pense que, je sais pas, mais je crois que non. Dis, maman, à vos camarades qui avaient macOS avaient un petit souci avec ça ou tu n'as pas de machine virtuelle, hein? عندي ماشين فيرتوال ما فيها ساعات بروبليم يعني. Hmm, فهمتك. لا avec macOS فماش une version B هكا Express Edition. نذكر صحابك ديما ils galéraient. Après, je sais pas s'ils ont créé هكا une version Express Edition B. اوكي. Désolée pour ça. B. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? C'est certes un module qui est assez costaud parce que vous avez beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut juste persévérer. D'accord? Il faut juste persévérer. B. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de la séance. Si vous n'avez pas de questions. B. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage pour vos examens. Euh, et voilà, on se retrouve après. Donc, d'ici là, portez-vous bien et bon travail. Allez, bonne journée. Merci, madame. Bonjour. Merci, madame. Au revoir.